Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en novembre 2025. La semaine dernière, dans cette même playlist, j'ai fait une vidéo qui, pour cette jeune chaîne YouTube, a eu un très beau succès puisqu'elle a rencontré 15 000 spectateurs à ce jour, qui traitait de la dette privée, qui est une bombe, à mon avis, bien plus importante que la dette publique. Et dans cette vidéo, j'expliquais brièvement que la hausse de cette dette privée pouvait avoir des conséquences assez dramatiques sur les prix immobiliers à terme. Pas forcément tout de suite, mais à terme. Et bien justement, devant le succès de cette vidéo, je voudrais aujourd'hui vous parler de cette probable baisse des prix immobiliers qui arrivera en France. Pas forcément tout de suite, mais à terme, et peut-être et probablement même après les élections de 2027, nous allons en parler et nous allons voir pourquoi les prix immobiliers ne bougent pas actuellement et pourraient fortement baisser. Voilà, donc n'hésitez pas à liker et partager d'ores et déjà cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne YouTube et à en parler autour de vous. Voilà, donc, la dette privée, pour moi, c'est la base de tout. Regardons le graphique, si vous le voulez bien. Voilà, ce graphique montre l'évolution de la dette privée en France. Donc, la dette privée, c'est les dettes des ménages, c'est-à-dire vous et moi, et des entreprises. Aussi bien des grosses boîtes comme L'Oréal que des petites boîtes comme vous pouvez avoir, ou comme les miennes, par exemple, y compris celles qui produisent cette chaîne YouTube. Donc, vous voyez que nous avons tous des dettes. Et cette dette est très conséquente, elle n'a fait qu'augmenter. La dette des Français n'a fait qu'augmenter depuis des années et des années. Aujourd'hui, elle est à 155% du PIB. Je vous rappelle que le PIB français est autour des 3 000 milliards d'euros. Donc ça veut dire qu'on a une dette privée qui dépasse les 4 500 milliards d'euros. À cela, vous rajoutez la dette publique qui est à peu près à 115% du PIB, soit environ 3 500 milliards d'euros, et vous arrivez à 8 000 milliards d'euros si vous additionnez la dette privée et la dette publique. Nous vivons dans un pays qui est extrêmement endetté par rapport à son PIB, par rapport à sa croissance économique, par rapport à la richesse qui est produite dans le pays. Et ça ne peut pas tenir tellement longtemps. Pas comme ça, en tout cas. Pas avec si peu de croissance. Il faudrait que la croissance soit très forte. Et pour l'instant, elle n'en prend pas du tout la route. Alors, qu'est-ce qui peut se passer au niveau de l'immobilier? Eh bien, c'est très simple. Vous allez le comprendre. Nous avons, vous et moi, des biens immobiliers. D'accord? Nous avons des dettes vis-à-vis des banques par rapport à ces biens immobiliers. Et nous avons peut-être aussi des dettes vis-à-vis de l'État parce que nous n'avons pas payé la dernière taxe foncière. Moi, en tout cas, personnellement, je ne l'ai pas encore payée. Donc, c'est une dette vis-à-vis de l'État. Évidemment, c'est peu de choses par rapport aux dettes que nous avons vis-à-vis de la banque qui nous prélève tous les mois. Bon. Tout ça, ça constitue la dette privée. D'accord? Mais si à un moment donné, nous ne pouvons plus payer, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que nous allons nous mettre à vouloir vendre nos biens immobiliers. Que ce soit notre résidence principale pour devenir locataire ou pour aller acheter un bien immobilier plus modeste et sans crédit, ou les résidences locatives, si nous en avons, aussi les mettre en vente, peut-être pour dégager du cash et rembourser les crédits restants, éventuellement dus sur ces résidences locatives, ou résidences secondaires, pour ceux qui en ont, qui ont le luxe d'avoir une résidence secondaire qu'ils peuvent occuper le week-end, par exemple. Donc, à un moment donné, si on n'arrive plus à payer les dettes, il va falloir vendre des biens immobiliers. Et nous nous disons ça, vous, comme moi, comme d'autres. Qu'est-ce qui va se passer à un moment donné si on n'y arrive plus? Parce que les taux d'intérêt sont en hausse, parce que le pouvoir d'achat est en baisse et qu'à côté, il faut payer les études des enfants, il faut payer la voiture, il faut payer le plein de carburant qui est de plus en plus cher, parce qu'on roule pas tous à l'électrique, n'est-ce pas? Il faut payer les vacances.
parce qu'on a quand même envie d'en faire. Les courses, bien sûr, au supermarché, avec une inflation qui certes est beaucoup plus contenue qu'il y a quelques années, mais qui est encore présente. Donc, si on n'arrive plus à payer, on va devoir vendre des biens immobiliers. Et si tout le monde se met à vendre des biens immobiliers en même temps, eh ben, ça va faire baisser le marché, parce qu'il y aura plus d'offres que de demandes. Alors vous allez me dire, pour l'instant, il baisse pas le marché immobilier. Oui, mais on est à quoi? À 14 mois, 15 mois? Un petit peu plus. 17 mois des prochaines élections présidentielles. On arrive vraiment dans le dernier tournant avant la ligne droite qui mènera à ces élections présidentielles d'avril 2027. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que les pouvoirs publics n'ont aucun intérêt à ce que les prix immobiliers baissent de suite. C'est pour ça que malgré cette dette privée, malgré les gens qui déjà sont asphyxiés et qui veulent vendre leurs biens immobiliers, eh bien malgré tout ça, il n'y a pas de vraie baisse des prix qui soit constatée. Les pouvoirs publics font tout pour que ça ne baisse pas. Alors, ce n'est pas du tout complotiste ce que je dis. Je vais l'argumenter. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que, par exemple, il n'y a pas de mise en chantier de logement. Les bailleurs sociaux ne mettent pas des immeubles en vente. Parce que s'ils mettaient des immeubles en vente, ça pourrait créer encore des opportunités de baisse. Les notaires, et ça c'est un fait, hein, ils publient des statistiques sur les prix immobiliers sur les 3 mois, des prix immobiliers qui sont valables 3 mois à 6 mois avant maintenant. Donc si vous voulez les prix de vente que publient les notaires, aujourd'hui, ce sont des prix de vente réalisés au printemps de l'année 2025, qui ne tiennent pas compte, par exemple, de la crise politique qu'il y a eu à la rentrée. Voilà. Donc tout ça, ça sera publié un petit peu plus tard. Et puis, il y a les banques centrales qui maintiennent un environnement gérable, avec une politique de taux qui n'est plus du tout ce qu'elle était, mais qui en soi essaye de rester un tout petit peu accommodante. Hein. Donc, on n'augmente pas les taux parce que en plus la dette publique, elle est là. Et puis, si les États de la zone euro, en particulier la France, qui est l'un des plus endettés désormais, n'arrive plus à la rembourser, ça va être problématique. Donc, les banques centrales maintiennent quelque chose de pseudo-accommodant. Voilà, il y a toutes ces raisons qui font que pour l'instant, le marché ne s'effondre pas. Un peu plus d'1 an de l'élection présidentielle, l'État évite aussi les réformes douloureuses. On l'a vu. On a vu à quel point ça a été compliqué de faire passer un budget 2026, qui n'est toujours pas passé d'ailleurs, hein, soit dit en passant, au moment où je mets cette vidéo. Il n'a toujours pas été passé, on ne sait pas ce qu'il va être, mais de toute façon, il sera le plus accommodant possible. Voilà, les coupes sombres, c'est pas pour maintenant. On met la poussière sous le tapis pour l'instant. On attend 2027, on attend 2028. Hein, la réforme des retraites est reportée à janvier 2028. Donc tout ça, c'est mettre la poussière sous le tapis pour faire en sorte que l'économie tienne bon, qu'il n'y ait pas de crise, qu'il n'y ait pas de grosses crises. Ce qu'il faut bien voir aussi avec cette histoire de dette privée, c'est qu'il y a des entreprises qui ont cette dette privée. Je vous ai parlé que des ménages, mais il y a aussi beaucoup d'entreprises qui ont de la dette. Et les banques, en ce moment, elles évitent de mettre trop les entreprises en faillite. Malgré ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, je vous l'annonce pour la semaine prochaine. On a des défaillances d'entreprises qui sont très élevées, qui n'ont pas été élevées qui n'ont pas été aussi élevées depuis bien longtemps. Hein, donc là aussi, tout est fait pour freiner les défaillances d'entreprises, parce que s'il y a trop de défaillances d'entreprises, ça va faire du chômage. Et le chômage, alors là, ça peut être le catalyseur pour la baisse des prix immobiliers. Hein, donc pour l'instant, le chômage est contenu, il ne baisse plus, il a baissé pendant des années, hein, je ne dis pas le contraire, mais il ne baisse plus. Et tout est fait pour le contenir, en fait. Hein. Donc, une fois que tout ça sautera, c'est-à-dire après la prochaine élection présidentielle, parce qu'à un moment donné, quand il y a une rivière qui pousse, qui gonfle, qui pousse, le barrage, il finit par sauter, forcément. Donc, tout est fait pour que le barrage ne saute pas avant les élections présidentielles, parce que s'il venait à sauter, ça ferait une crise économique, une crise sociale, qui aurait tendance à favoriser les partis et qui sont situés à l'extrémité de l'échiquier politique. Des partis que
les autorités, globalement, n'ont pas trop envie de voir venir au pouvoir. Hein. Donc, que ce soit les uns ou les autres. Donc, tout est fait pour maintenir. Maintenant, ça ne pourra pas tenir. Quel que soit le résultat de l'élection présidentielle, tout ça ne pourra pas tenir. Donc, sauf si il y avait de la croissance, sauf si la France retrouvait une croissance économique forte, et pour le moment, elle est mal barrée, mais on peut toujours espérer. C'est pas interdit d'espérer. Eh bien, après les prochaines élections présidentielles, on risque d'avoir des ventes de biens massives. Et certainement, beaucoup moins d'aménagements, beaucoup moins d'arrangements. Les mises en chantier des logements sociaux vont se remettre en route. Les bailleurs vont se mettre à vendre, donc ce qui va arrêter cette stabilité artificielle, parce que quand ils vendent, ça fait un afflux d'offres sur le marché. Donc l'afflux d'offres, ça tire les prix à la baisse, c'est la loi de l'offre et la demande. Donc tout ça est pour le moment maintenu, mais pendant ce temps-là, la rivière continue de grossir, le lit de la rivière elle se gonfle et le barrage est toujours là, on ne fait que de le renforcer, mais à un moment donné, il ne va pas pouvoir être renforcé trop longtemps. Voilà, donc les chiffres sont là, ils l'annoncent. Si les faillites d'entreprises venaient à augmenter, le chômage viendrait à monter et ça constituerait un catalyseur. Tout est fait pour endiguer, mais ça ne pourra pas durer, sauf miracle, en retour de la croissance. Souhaitons-la, parce que franchement, sans elle, ça va être très compliqué. Et puis, attendez, j'ai pas fini. Quelque chose d'important. Les investisseurs étrangers. Il y a des pays qui concurrencent la France désormais, qui sont beaucoup plus attrayants. Je pense à un pays voisin où je me déplace régulièrement. L'Espagne, très dynamique, croissance économique, forte, des prix plus faibles, un moral meilleur, un climat plus agréable. De plus en plus d'investisseurs étrangers se mettent à investir en Espagne et pas en France. Surtout que les prix immobiliers, ils sont moindres. Mais eux, ils montent. Là-bas, ils montent. Et ça n'arrête pas de baisser, à mon avis. Donc, vous voyez, il y a cette concurrence aussi des pays limitrophes pour les investisseurs étrangers. L'Italie aussi, quand même un pays qui est attrayant aussi pour des investisseurs étrangers. Les prix sont pas aussi élevés qu'en France. Les pays du sud de l'Europe constituent aujourd'hui une vraie concurrence, d'autant plus qu'ils gèrent beaucoup mieux leurs finances, que ce soit les finances publiques ou les finances privées. Voilà. Donc, tout ça mis bout à bout, ça fait que vous avez une potentielle baisse. Je dis pas un krach immobilier. La France reste la France. Mais une potentielle baisse des prix immobiliers parce qu'en plus l'immobilier est très élevé en France. C'est comme lorsque le marché d'actions est trop élevé. À un moment donné, ça baisse. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous retrouve très vite sur France Bourse TV et en particulier dans cette playlist où nous décryptons l'économie et la géopolitique parce qu'elles sont liées. À très vite.